J'avance. Tourne à droite. Quoi? Répète s'il te plaît. Tournez à droite. Je tourne à droite. Dis bonjour. Bonjour à tous. Dessinez un carré. Je dessine un carré. Comment je m'appelle? Je ne sais pas. Je m'appelle Yacine. Enchanté Yacine. Dessinez un triangle. Je dessine un triangle. Comment je m'appelle? Vous vous appelez Yacine. Dis-moi quoi faire. Fais le fou. Quoi? Répète s'il te plaît. Fais le fou. Quoi? Répète s'il te plaît. Tournez et sautez. Et là, folie. Avant, on avait le cirque, maintenant, on a les drôles. Voilà. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Au début, un client qui avait envie d'innover et qui arrive avec un cas d'utilisation assez simple. Hein. J'ai des clients importants, je veux fluidifier un peu la relation commerciale et si je fournissais à ces quelques clients un objet connecté qui est capable de prendre des commandes, qui se souvient du contexte et qui parle à mon CRM. Donc on part de là et on fait un tour d'horizon rapide des solutions. On s'oriente sur une solution embarquée dans un composant de type Raspberry qui se connecte à un service Google et puis ce genre de choses. Et puis on envisage de l'embarquer dans un objet imprimé en 3D. C'est de là que cette aventure démarre. On fait un petit tour d'horizon, je vous disais, on regarde un peu ce qui se passe chez Amazon, Google. Là, évidemment, on a des objets extrêmement brillants qui sont orientés vers un usage domestique, grand public, dans la maison. Mais on peut les étendre. En regardant un petit peu, on s'aperçoit que les conditions d'extension, d'utilisation des applications étendues, etc., peuvent éventuellement poser un petit problème de dépendance pour notre client. Donc on continue sur notre piste de composants spécifiquement construits pour éviter ce genre d'écueil. On regarde également ailleurs. Là, on se rend compte que il y a des vraies réalisations. Donc sur la gauche, vous avez les réalisations sur l'université à Vancouver qui mêle la commande à la voix de drone volant et la reconnaissance faciale. En gros, je peux dire vous deux, décollez. Vous deux, posez-vous. Et puis sur la droite, un produit commercial avec une approche mixte qui présente quelques capacités bien définis, quelques ordres bien définis qu'on peut donner à la voix. Le reste, on le fait avec un joystick classique. Mais bon, ça nous amuse bien, cette idée-là. On aimerait bien gagner le projet avec notre client. Et puis on se dit, on va essayer de faire un prototype. Donc on commande un petit peu de matériel. Et puis on se rappelle qu'on a notre barotte. Et on se dit, on va essayer avec ça. Oups. Donc on se dit, voilà, on a quelques jours, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la première priorité, c'est de produire quelque chose, quoi. Donc on se dit qu'on ne va pas partir non plus complètement à l'aventure. Il y a un coach dans le coin. On essaye de cadrer un petit peu les choses. Le coach se rappelle la maxime de Pierre Dac, avec un petit peu de méthode et de la logique, on peut arriver à tout, et même à rien. Donc
on pose des choses, quelques éléments, des outils, donc des user stories, des cas, un début de spécification centré sur l'utilisation qu'on va faire, pour ne pas plonger dans des questions techniques. Un petit tableau Kanban tout bête, un point quotidien quand on arrive à faire un point quotidien, et puis des démos à chaque fois que c'est possible pour appliquer une bonne vieille maxime là des méthodes agiles, c'est que ça marche quand ça marche, quoi. Ça sert à rien de mesurer l'avancement si c'est pas un avancement sur du logiciel qui marche. Et voilà, donc on utilise ça comme repère, notre envie de faire quelque chose qui marche, de pragmatique et de tenir dans un délai très court. Et puis on se laisse pousser après par l'envie et puis par le fun, quoi. On dit délai très court, c'est-à-dire c'est vraiment un délai très court. Donc on avait presque une semaine, quoi, à tout faire, à tout développer, à tout tester. Et donc l'idée vraiment, c'est que c'est intéressant la méthode, mais justement en fait on doit faire quelque chose, un produit qui marche. Et donc il fallait pas que le robot comprend. En fait, il fallait pas qu'il bouge. En fait, il fallait qu'il comprenne qu'est-ce qu'on dit. Donc il faut qu'il reconnaisse le sens des mots. Et à partir de là, on a pensé à l'approche sémantique. Donc l'approche sémantique, c'est une approche qui a commencé, disons, à toucher un peu à l'industrie il y a 4-5 ans. Et donc, elle est très très intéressante dans ce cas d'étude. Donc je vous explique, avant de rentrer dans les détails techniques et les choses un peu complexes. Donc ça, c'est le concept d'un volant. Donc ça, c'est un volant. Le concept d'un volant, en fait, ça nous fait réfléchir, ça nous fait penser au concept d'une voiture. Donc c'est quoi la relation entre les deux? Un volant permet de conduire une voiture. Donc c'est ça la sémantique, c'est deux concepts, une relation. Donc, par contre, ça, ce sont deux concepts dissociés. C'est-à-dire ça, c'est un cerf, et à droite, on connaît le concept de volant de notre fameuse voiture. Par contre, si on réfléchit un peu, un cerf-volant, c'est ça peut être ça. Mais finalement, la sémantique, si on dépasse la syntaxique, c'est ça un vrai cerf-volant. Donc c'est ça la sémantique, de passer de la forme au sens des mots. Et du coup, pourquoi on utilise la sémantique dans ce type de projet? Parce qu'on a besoin de la sémantique et la sémantique aide à comprendre de quoi on parle et ça permet en fait de démêler les choses compliquées du langage, tels que les mots composés, avec l'exemple du cerf-volant de tout à l'heure, aussi de traiter des relations un peu plus complexes, par exemple, comment reconnaître des synonymes, comment reconnaître des antonymes, ce qui aurait permis sur le drone de le commander par voix en lui disant tourner, mais pas à droite. Il aurait directement compris que pas à droite, c'est l'antonyme de à gauche, et il va tourner à gauche. Donc aujourd'hui, c'est une chose faisable. Donc quelque chose qui normalement, c'est par la réflexion humaine qu'on peut la comprendre. Avec la sémantique, on peut la coder simplement en 2 minutes, quoi, pour que le drone, il traite ce genre de relations complexes. Et si on augmente le niveau de la complexité de la chose, la sémantique nous permet aujourd'hui de traiter la pragmatique. La pragmatique, c'est notre façon de penser, c'est-à-dire comprendre des phrases et des mots dans le cadre d'un contexte. Ce que j'ai fait tout à l'heure, en lui demandant « c'est quoi mon nom ?», comme c'est une variable de contexte qu'il n'a pas, il m'a dit « je ne sais pas ». Une fois que je le donne, c'est-à-dire qu'il définit son contexte, et dorénavant, il est capable de me répondre lorsque je lui pose la question. Voilà, donc tout ça c'est possible avec la sémantique. Donc un autre outil intéressant et essentiel qui est fourni par la sémantique, c'est les ontologies. Quelqu'un ici connaît les ontologies? Comment construire des ontologies? D'accord, très bien. Donc je vais expliquer alors. Donc en fait, l'ontologie, c'est une façon de décrire la nature et les propriétés des objets du monde réel à partir de concepts et de relations, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, si on regarde ici notre exemple, en fait, par exemple, un animal, il a un mode de déplacement. Donc le mode de déplacement, c'est un fait réel,
on sait bien que, par exemple, il y a la façon de marcher, la façon de sauter, et bouger, voilà, nager. Animal, c'est un concept du monde réel aussi. Donc, il y a une relation à définir entre l'animal et le mode de déplacement qui est avoir un mode de déplacement, ou par exemple, entre un animal et un régime alimentaire, carnivore par exemple, donc c'est manger. Donc, il suffit de décrire dans un format donné les concepts, les relations entre les concepts, imaginez après les outils qu'on peut construire pour traiter ces données. Donc, en fait, si on résume le slide, une ontologie, c'est tout autre que une modélisation, une façon de modéliser. Donc, ça, c'est comment modéliser les concepts et les relations entre eux. Et pour les informaticiens, le point le plus intéressant, c'est que ça nous donne un outil pour décrire les types des concepts et des relations. Notre souci, toujours les informaticiens, c'est comment je vais le typer, cette information. Donc les chaînes de caractères, des classes, des tableaux. Donc l'ontologie à la fois permet de modéliser, d'écrire et de donner, préciser les types des objets avec lesquels on va créer des classes et des relations. Donc, c'est quoi l'intéressant du coup dans l'ontologie si c'est juste une description? L'intéressant, c'est que si on regarde un peu, on voit que une relation, de façon logique, peut induire ou déduire une autre relation. Du coup, on passe de la modélisation à l'inférence. Exemple, on sait bien que l'amaryllis, c'est une fleur, et que les plantes, y compris les fleurs, ils consomment de l'eau. Donc, le fait généré, c'est que l'amaryllis, elle consomme de l'eau. Voilà. Donc, ça reste une description dans un fichier, mais si on infère, on génère des faits qu'on n'avait pas au départ. C'est ça l'intérêt. Du coup, cette capacité d'émergence à partir de relations entre les concepts est précieuse pour amener les machines à des comportements riches, proches de ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, l'intelligence. Voilà. Donc, bien sûr, vous imaginez une ontologie comme celle-là, connectée à une autre ontologie, que chaque ontologie présente des concepts qui ont des relations. Donc, en inférant, on peut générer, à partir de la fusion des deux ontologies, plein de connaissances. Et plus les réseaux sont grands et complexes, plus la quantité de données, la quantité d'informations générées, elle est grande. Je passe le micro à mon ami Ariel. Bon voilà, comment on colle un peu tout ça à notre idée de faire quelque chose qui bouge, qui fait bouger un drone via la voix, et comment on colle aussi les ontologies là-dedans, qu'est-ce qu'on fait avec la sémantique. Et donc ça, c'est une vision globale de l'architecture à peu près qu'on a définie. L'idée, c'était plutôt de partir de quelque chose de super abstrait. Et on voit ici qu'on a des speech to text, des text to speech, des choses vraiment des conversions de la voix vers du texte et à l'inverse, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a dans nos téléphones aujourd'hui, mais ça peut être en Climont, dans un Raspberry, ça peut être dans n'importe quoi. Donc on s'est dit, vu que nous, on va rester un peu agnostique au techno, et on va essayer de coder ou de préparer l'archi pour avoir les moins de couplages entre les différentes parties. Et donc le speech to text aujourd'hui, ça peut être le drone, ou ça peut être, je sais pas, mon téléphone, et demain, ça peut être autre chose, ça peut être un microphone connecté, ça peut être n'importe quoi. Pareil pour le text to speech, ça c'est sur mon sortie, en mode de feedback, ça peut être un écran, ça peut être un appel API, comme on voit ici. Et donc, le flou en général qu'on a envisagé, c'est plutôt quelqu'un qui parle. On a un module qui nous traduise la voix vers du texte. Il l'envoie vers notre module, qui est plutôt il fait des passe-plats, quoi, des choses, et c'est tout. Et il va faire une analyse sémantique de ce qu'on a parlé. Vraiment, ça, c'est le côté sympa et l'idée puissante de toutes ces solutions, c'est plutôt de sortir des actions et des paramètres du texte brut naturel. Donc l'idée, c'est plutôt d'arriver à faire quelque chose qui est super puissant en parlant naturellement,
et de sortir des verbes et des actions directement. Au moment qu'on a ça, on dira des actions sorties du texte brut. Bon, on peut le matcher directement avec l'ontologie, comme Yacine a parlé, en disant, bah, j'ai une personne et lui, il marche. Donc, il marche 10 mètres tout droit. Peut-être dans un speech to text, au moment de parler, on dit, vas-y, avance 50 mètres. Et dans nos actions, on peut sortir dans notre ontologie, c'est une personne qui avance, c'est l'action, X mètres sur un paramètre, par exemple. Et donc au moment où on a tout ça, c'est vraiment seulement de mapper un peu nos cibles API. Et pour nos cas, les drones, de dire, bah, tourne à droite, tourne à gauche, saute, choses comme ça. Donc nos petits API, c'est plutôt un agrégement des choses, et ils se connectent aux autres outils pour finalement balancer des ordres. C'est à peu près ça. Comment on est parti dans le choix des technos? Bon, au début, l'idée c'était plutôt de faire quelque chose avec un Raspberry. Vu que on avait ciblé de faire des objets connectés, mais de rester un peu agnostique que tout le reste, c'était vraiment des choses assez raw, pour dire, cru. Et de l'embarquer sur un objet imprimé en 3D et choses comme ça. Mais le plus simple, c'était de partir en Raspberry, ça coûte pas trop cher, et on peut démarrer à coder tout de suite. C'est pour ça qu'on a pensé, on a au début démarré à chercher un petit peu qu'est-ce qui fait le monde de l'open source autour de la reconnaissance vocale et les natural language. Et on a trouvé deux outils qui sont pas mal utilisés au monde de la recherche, surtout CMU Sphinx, c'est plutôt pour la reconnaissance vocale. On va parler un petit peu de qu'est-ce qu'il fait. Et parmi d'autres choses, des features qui sont, les plus intéressants, c'était ces versions Pocket Sphinx, que c'est vraiment un module plus petit pour être ciblé vers les objets connectés ou des téléphones Android, par exemple, en Ferrance. Il marche offline, et c'est pas mal parce que via notre téléphone, on peut toujours faire un peu de la voix avec du texte, mais ça se connecte toujours chez Google. Et donc, si on veut vraiment se limiter et pas connecter en Internet et avoir des API à payer, on peut le faire. Par contre, en français, il ne marche pas super bien. En anglais, il est pas mal, mais en français, il est un peu limité. Et pour faire un tuning comme il faut, pour qu'il reconnaisse tous les cibles de mots qu'on va choisir, ça demandait énormément de temps. Donc finalement, on a décidé de le laisser tomber un petit peu. On l'a mis un peu de côté. Je vais revirer sur ça après. L'autre côté des problèmes de sortir des actions du texte, c'était plutôt les Natural Language Processing. Et on est parti sur un outil qui s'appelle, c'est l'université de Stanford aux États-Unis qui l'ont créé. Et c'est une suite des outils, en fait. Et donc, ils proposent plein de différents outils qui sortent les données depuis le texte brut. Comme on voit ici, j'ai sorti que 3, mais il y en a plein. Et ceux deux qui nous intéressent le plus, c'était l'LMAS et le Name Identity Recognition, comme on a deux petits exemples ici. C'est pas très clair les exemples, mais je vous explique vite fait ce que ça veut dire. L'LMAS, c'est vraiment extraire l'origine des mots. Donc, par exemple, en anglais, si c'est le verbe I was running, c'est to be, le verbe. Donc, c'est vraiment l'origine des verbes, surtout les verbes qui nous intéressent. Et je vous dis l'exemple en anglais parce que je ne suis pas français et des fois je me trompe. Au cas où, je le dis en anglais. et l'outil, en fait, c'est pareil. C'est pour ça qu'il n'a pas pris non plus. Comme vous voyez ici, c'est toutes les langues qui sont embarquées. Et le français, il est un peu limité. Surtout l'élément, on n'a pas du tout. Et les entités, name entities, non plus. Ce qu'il fait, lui, c'est plutôt, si on lui donne une date, par exemple, yesterday, hier, il va sortir, il va calculer la date, il me donne la date d'hier à cette heure-là. Ou donne-moi hier à 10h, il me donne cette date-là. Donc on peut sortir c'est des metadata qu'on ajoute au niveau de mots, si on veut. Donc c'est ça nos cibles, c'est ça la valeur qu'on pourrait extraire de tout le language processing. C'est plutôt d'arriver à quelque chose qui semble à ça. C'est plutôt, on parle vraiment comme on peut parler à quelqu'un, à notre assistant, à nos potes, un langage naturel et de sortir vraiment des actions définies avec des paramètres qu'on a aussi ajoutés à niveau de voix
et finalement matcher un peu ça versus des ontologies. Donc nos ontologies, ils peuvent rester assez simples et seulement se baser sur les relations. Et finalement, avec ça, arriver à matcher quelque chose de sympa, je crois. Donc ça, c'est des outils que j'ai trouvés qui font aussi des natural language, mais en web. Donc c'est des clouds, bien sûr Google ils proposent parce qu'ils sont super forts, ils sont plein machines, et donc ils se font des algorithmes de machine learning énormes pour la reconnaissance vocale. Et eux, ils proposent pas mal des outils de natural language. Mais c'est surtout aussi, comme on disait au début avec Philippe, c'est ciblé aux gens, à tout le monde, quoi. C'est vraiment la famille, faire bouger la musique, prendre des tickets pour quelque chose. C'est pas super simple d'étendre ces limites des actions. Il y a d'autres outils comme Wolfram Alpha qui font plein de trucs, entre autres aussi un petit moteur de natural language. Et il y a deux API super intéressantes aussi, API.ai et WIT.ai. Ces deux que j'ai rencontrés, ils sont assez simples aussi. On voit bien ici qu'on peut créer des bots, des chatbots directement depuis leur API. Mais bon, un autre truc, c'est qu'elles sont tous payantes. Donc on a toujours les limites des appels. Et donc, ça dépendra toujours des utilisateurs. Si on veut les demander des choses tout le temps, la première fois, ça arrive comme tout. Bah, moi, si je reçois quelque chose de nouveau, bah, je vais les payer tout le temps. Donc, peut-être le premier mois, ça va me coûter 10 000 euros. Et petit à petit, je les laisse tomber parce que, bon, en fait, je les demande deux trucs par semaine et c'est bon. Mais bon, c'est toujours ciblé à niveau appel. Et donc, ça peut devenir un peu cher. Et donc, vu la complexité que finalement, d'implémenter tout ça, surtout les deux outils open source dans la Raspberry, c'était un peu compliqué. Surtout de tuner les modèles des voix en français, ça demandait pas mal de temps. Les côtés CPU, c'était assez intense aussi pour faire processer la voix encore dans la Raspberry. Donc on avait des temps de réponse un peu nuls. Et en plus, la reconnaissance, il était pas top, quoi. On était vraiment vers 30-40% de reconnaissance, qui c'est pas bon. Si on lui parle une fois chez D3 et me dit les mauvaises choses, mais c'est pas bon. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un raccourci et on est parti vers une tablette Android. Ah, on a eu la sélection, tiens. Et pourquoi on a parti dans une tablette Android? Bon, bah, on voit tous que dans le téléphone Android, on a la reconnaissance vocale qui marche plutôt bien. Google, la reconnaissance vocale, c'est un des mieux qui existent. Je crois qu'ils sont là avec Bing, mais il n'y a pas d'autres derrière. Et il y en a tout ça dans une API ouverte, comme Android, quoi. Et donc, on a le speech to text un peu gratuit. Support en français, bah, il est top. Bah, donc, il y a 180 langages, un truc comme ça, qui marchent tous super bien. On peut le faire marcher offline. Et ça, c'est dans tous nos téléphones, on peut le faire. Et il suffit d'y aller dans Language et choisir de télécharger les packs de langues. On peut chercher toutes les langues. Et donc, ça a marché les supports des voix avec du texte offline. Et c'est pareil à l'inverse avec le text-to-speech. Ça, c'est notre chantier que Google sont assez forts. Il y a des outils, surtout Linux, qui génèrent la voix. On peut taper, ils génèrent la voix, mais ils sont super moches. Ils font, comment ça s'appelle, Stephen Hawking, ils sont un peu comme ça, quoi. C'est un peu robotique. Et donc, chez Google, ils sont un peu mieux. Et on peut choisir parmi, je crois, il y a 10 voix. Et finalement, bon, on a un écran, donc on peut tranquillement débugger, ça a marché super facilement parce que sinon, on est un peu limité à la ligne de commande. Et on a un micro intégré parce qu'il marche directement, c'est un téléphone ou un tablette, on a tout. On a le parleur. Et finalement, on a une librairie que j'ai trouvé que c'était génial. C'est la première fois que j'ai vu de l'Android. Donc au début, bien sûr, j'ai essayé des choses pour les faire marcher et c'était complètement moche. Donc le code était dégueulasse. Et finalement, je suis trouvé en librairie qui faisait tout ce que je voulais. Donc, il faisait la reconnaissance vocale, il m'a créé un écran avec ça, et il m'a créé les petites boules avec les micros automatiquement. Et en plus, il cherchait des mots via Lucene, un des modules de Lucene, qui c'est un moteur de recherche. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est la base de l'Elasticsearch, c'est la base des Solars, et c'est la recherche, quoi. Et il y a un module phonétique. Et donc, on peut faire aussi la recherche phonétique via du texte. Et donc, on a une base de données phonétique pour le mot.
Ou c'est plus simple de matcher des actions, même si on n'a pas tout à fait reconnu les bons mots côté speech to text. Donc si ça sonne pareil, ça passe, on ira. Ça améliore un peu les perfs. Et voilà, à la fin, qu'est-ce qu'il y en a? Bon, il faut gérer le drone, mais c'est super simple. Heureusement, Parrot, ils sont libérés une API super complète. Il est écrit en C, mais c'est accessible via Java facilement. On a trouvé une API Node.js aussi, et en C++, on peut faire tantôt iOS, et bien sûr Android c'est Java, donc ça marche. Je passe la parole. Donc on avance dans nos développements et puis un petit moment, on se rend compte que peut-être il y a quelques boulons à serrer, il y a des petites anomalies de fonctionnement. Yacine et Ariel se parlent beaucoup. Est-ce qu'ils se sont vraiment compris au fond? On se dit il y a peut-être quelque chose à essayer. Donc on se met à 4 derrière un clavier. Le mode programming, c'est ça, c'est que les idées pour passer dans le code, elles doivent passer par les mains de quelqu'un d'autre. Donc il y a quelqu'un qui est le driver, qui se met au clavier, et les autres sont des navigateurs, ils disent les choses qu'on va faire. Et l'effet de ça, c'est qu'on se parle. Dialogue en face à face plutôt que caché derrière un contrat, c'est un des principes de l'agilité, une des valeurs même, et on le met vraiment en pratique. Et qu'est-ce que ça nous donne? Déjà, on résout le bug. Ensuite, on arrive à un vrai schéma partagé sur lequel on se comprend, avec les petites flèches, des numéros, etc. Et peut-être que c'est aussi grâce à ça qu'on arrive à résoudre notre petite anomalie. On a un code qui est plus propre, on s'écoute, on a une vision commune. Le code passe en mode conversation, c'est-à-dire que on n'est pas en train de faire du code, on est en train de fabriquer la solution ensemble. Un peu le problème quand on est tout seul derrière son clavier, c'est qu'on est derrière le code. Quand on est en mode conversation, il y a toujours quelqu'un qui vient en mode gêneur et le client dans tout ça et j'ai pas compris, etc. Donc cette conversation, elle élève un petit peu le niveau de réflexion de tout le monde. Et puis évidemment, ça se facilite parce que à partir du moment où vraiment on se met face à face et qu'on dialogue autour des problèmes du code, il y a un moment, il peut y avoir un peu d'agacement, un peu d'incompréhension, un sourcil qui se lève et qui en fait froncer un autre. Donc on travaille ça aussi en chemin. Et c'est comme ça qu'on arrive à résoudre les problèmes et à passer un cap. En l'occurrence, on l'a utilisé comme ça, le mode programming. On a passé un cap important, mais on peut l'utiliser, on le voit dans certaines équipes, en mode standard, c'est-à-dire que ce sont des équipes qui vont jusqu'à 6, 12 personnes qui travaillent comme ça avec plusieurs types de claviers. Chacun prend son clavier préféré, 2 écrans au mur et on tourne. On a le product owner qui vient et tout ça, ça marche du feu de Dieu. Donc ce sont des expériences qu'on adore répéter chez nos clients. Si tu veux. Donc le résultat, qu'est-ce qu'on en tire après? Donc quand c'est un prototype, vous l'avez bien vu, c'est pas un produit finalisé. On va parler de la roadmap juste après. On est sur une analyse sémantique et pas juste syntaxique, donc on sait reconnaître un ensemble de mots, les interpréter et puis matcher avec notre fameuse API. Et surtout, cet ensemble de mots, on peut le spécialiser sur le domaine de notre client de façon très simple. Vous n'étiez pas là tout à l'heure, mais juste avant que vous arriviez, on était en train de jouer sur la démo, à ajouter certaines approches pour voir ce que ça donnait. Pour le code, ça évite radicalement d'embarquer du métier. C'est-à-dire que c'est l'ontologie qui décrit ce qu'on va faire. Et si le domaine de notre client évolue, ou si on s'adresse à un autre client, on a toujours notre base de code, on a toujours nos outils, TouchSpeak, etc. On peut changer d'API éventuellement, ou tout simplement garder la même API si c'est le même objet, qui va parler un autre langage métier, uniquement en travaillant sur notre base ontologique, une base de connaissances ontologiques qui nous permet de mapper tout ça.
Donc, il suffit de créer un nouveau lexique. Et ce n'est que le début. Oui. Donc bien sûr, on n'a pas eu beaucoup de temps et on avait énormément d'envie de faire plein de choses autour de ça, surtout côté analyse sémantique et matching vers des ontologies. Et la version que vous avez eue, c'est assez simple et simplifié. On fait de matching phonétique et on ne fait pas l'analyse complète qu'on n'aimerait rien faire. Mais dans la roadmap, bien sûr qu'on veut le faire. Et donc, on a mis quelques mots ici et on peut penser beaucoup plus d'autres choses à ajouter. Et parmi les autres, par exemple, celui-là à la fin, c'était Yacine qui a dit, en fait, on a une caméra. Oui, il y a une caméra, on peut l'utiliser pour reconnaître reconnaissance faciale, reconnaître des couleurs, des objets, des choses comme ça, et de faire agir le drone via la caméra, prendre des photos, faire des vidéos, des choses comme ça. Donc, on veut aussi embarquer des outils pour des natural language processing. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais bon, natural language processing. Et parmi d'autres, on a filé aussi GENA, et c'est plutôt pour parcourir cette ontologie, comme vous avez vu, c'est un peu un graphe. C'est vraiment un graphe. Il y a des outils embarqués sur ce projet-là à GENA, qui embarque aussi Lucene dedans. Donc, c'est un peu un mélange de ce qu'on a fait, mais bien puissant. Un vrai projet. Et donc, on peut parcourir des ontologies beaucoup plus facilement, de chercher les actions. Il va me demander, en fait, moi, c'est pas fini, tourne. Si je cherche tourne, il va me demander de commencer une conversation, si vous voulez. Ça peut être, je peux tourner à gauche ou à droite ou quoi. Et des choses comme ça. Donc, un peu à la chatbot, on pourrait le faire tranquillement avec une ontologie et avec Gena. Et voilà, aussi, on va le faire marcher sur un Raspberry. Vu qu'on l'a acheté, on va le faire marcher. Donc voilà, ça c'est le lien GitHub du projet. Et si vous voulez contribuer, vous êtes bienvenus. Il faut avoir un drone pour le faire bouger. Mais au pire, vous essayez avec votre téléphone, ça marche plutôt bien. On a toujours un retour de ce que c'était l'action à faire côté drone, donc de l'autre côté de l'API. Ou si vous voulez faire un fork, créer une API pour autre chose, allez-y. C'est ouvert. Merci beaucoup. Oui. Oui. Sauf erreur, le client est dans la salle, donc de toute façon on ne le nommera pas, mais l'idée effectivement c'est ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire que l'idée c'est d'essayer un proof of concept et si pour mes clients top 10 je posais un bel objet sur le bureau et que cet objet soit un outil de relation client. Avec potentiellement des features sympas, genre la météo, etc. Et puis, envoie-moi 35 tonnes de MATLAB IRX, machin truc, bidule, machin chose. Et le chatbot répond, comme la dernière fois sur vos ateliers de Lille, non, sur Paris, s'il te plaît. Voilà. Quelque chose comme ça pour gérer la relation d'une manière un petit peu fun, tout en étant derrière branché direct sur le CRM et puis derrière pouvoir déclencher des actions commerciales. Voilà. Elle n'était pas très loin de la cliente. D'autres questions? Patrick est notre père à tous en termes de big data et de data analyse. Ça veut dire que je suis vieux, quoi. Donc, globalement, en fait, le principe, c'est qu'on a touché là à quelque chose qui s'appelle les ontologies. Et vous vous souvenez peut-être qu'il y a 10 ans, à peu près, il y a eu des gens qui ont lancé ce qu'on appelle le web sémantique. Alors, je vous conseille d'aller voir ce que c'est qu'un RDF, ce que c'est OWL, et vous retrouverez, OWL, c'est une sorte de langage qui permet de dire si tous les oiseaux volent, alors un perroquet vole ou une poule vole. Et là, je fais une erreur, mais c'est typiquement comment ça marche. Bah, ces types-là, ça existe depuis 10 ans.
Et ça n'a jamais vraiment été installé, alors que les RDF sont partout pareil. Vous avez tout Wikipédia qui est en RDF, et c'est pas encore utilisé, pas vraiment utilisé. Donc ça veut dire que ce schéma-là qu'on vient de voir, en fait, non seulement il est difficile à faire parce que globalement, évidemment, le côté sémantique est pas tout à fait réglé, même si on a fait énormément de progrès, je peux expliquer ça pendant des heures, mais globalement, si on pouvait le relier proprement à la notion de RDF et tous ces systèmes qui ont été mis sur Wikipédia, ça s'appelle plus comme ça maintenant, c'est Wikipédia je crois, la partie RDF, alors en ce moment on retrouverait les grands graphes dont vous me parlez, les technologies sont prêtes, et ça veut dire que ça va probablement arriver dans les 5 ans qui viennent, parce que tout est en place en fait. Les travaux préalables sont faits. L'effort qu'il a fallu faire pour créer ces graphes est fait. Le côté analyse sémantique, excusez-moi, mais c'est en train de se faire partout, c'est-à-dire dans tous les Google de ce monde, et les outils existent. Donc globalement, on va voir arriver d'ici 5 ans probablement, grâce à lui d'ailleurs, hein, on va voir entre autres, on va voir arriver une machine qui va commencer à vraiment comprendre ce qu'on dit. Et ça, c'est une vraie révolution. Et j'aimerais bien y participer, c'est ça que je voulais dire. Et que vous y participez tous, parce que ça va se passer aussi par ici, puisque quelque part, Facebook le fait, et le lab est à Paris. Voilà. Tu as parlé de ça. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà lu, je crois, vous avez déjà lu peut-être les présentations des intervenants sur le Barcamp. Donc, j'ai déjà un PhD. Il a dit 10 ans. Moi, j'ai fait mon PhD exactement sur le même sujet il y a 5 ans. Donc, je suis PhD en web sémantique. Et ce que je fais sur ce projet, exactement, c'est l'outil avec lequel j'ai réalisé un annuaire de services web pour permettre en fait que les téléphones communiquent entre eux. C'est-à-dire que moi, je pose une question à mon téléphone, je veux chercher la météo à Shanghai, par exemple, et j'ai pas en fait sur la ville sur mon téléphone. Ça permet que le service en français parle avec le service chinois et me redonne la météo de Shanghai. En fait, ça fait, comme il a dit, en fait, ça fait un moment que ça existe, tout est là, mais là, je crois que ça va émerger, tout le monde commence à s'intéresser à ça. Et ça me fait plaisir d'appliquer au bout de 5 ans ce que j'ai appris en thèse, en doctorat, chez Palo IT, voilà. Donc, j'espère que on va avancer de plus en plus sur ce sujet. Voilà, question. Merci.